Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le grand journal de la TFA. Au sommaire de cette édition, les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar l'ont remis. Ce matin, ils se sont affrontés avec les forces de l'ordre au sein du campus social pendant plusieurs heures, se disant toujours prêts à soutenir le camarade de Bambey et de Ziguinchor. Les messages de paix lancés par les chefs religieux à chaque approche des élections pourraient-ils être des solutions pour apaiser les violences électorales? La réaction des Sénégalais dans ce journal. Légalisation de la médecine traditionnelle est réclamée par un bon nombre de Sénégalais qui pour eux cette pratique pourrait être associée à la médecine moderne. L'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition. Bienvenue à tous. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres, les étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis ont apporté aussi le soutien aux grévistes de Bambey et ceux de Ziguinchor. Ils ont fait une assemblée générale ce matin vers 7 h sur l'esplanade de l'université pour exiger le retrait des forces de l'ordre dans le campus de Bambey et la libération du corps enseignant au moment où les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar continuent d'affronter avec les policiers, mais finalement les policiers se sont retirés du campus grâce à une médiation. Et puis, à chaque rapproche des élections au Sénégal, les chefs religieux et les régulateurs sociaux sonnent l'alerte avec des messages de paix envers la population et les hommes politiques. Mais est-ce que ces messages sont-ils bien perçus par les acteurs politiques? Le reportage de Barthélémy Koli et de Awa Ndiaye. Au Sénégal, les élections sont souvent émaillées de violences ou de tensions électorales. Cette situation pousse certains chefs religieux à sonner l'arrête pour apaiser les élections. Ces messages ont-ils un impact positif? Je considère que ces messages-là ont toujours leur impact. Rappelez-vous ce qui s'est passé au mois de mars dernier. Il a fallu l'intervention du khalife général du Mouride pour que la tension s'apaise. Voilà, c'est des messages qui sont importants et qui sont censés justement apaiser l'ardeur de nos hommes politiques. Pour sa part, ce citoyen évoque le rôle que doivent jouer les régulateurs sociaux pendant les élections. Que le premier rôle d'abord qu'ils doivent jouer, c'est d'abord un rôle de stabilité et de paix. Ça, c'est la première des choses. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est la première des choses que je peux dire. Maintenant, la deuxième chose que je peux vous dire par rapport à ça, c'est que nous sommes à l'approche des élections. Le rôle qu'ils joueraient par rapport à ça, c'est de ne pas appeler à la violence. Je pense que c'est bon. C'est ne pas appeler à la violence, mais par contre, de jouer un rôle de stabilisation et de régulateur. Que ce soit à l'endroit du parti au pouvoir de la majorité, comme que ce soit au niveau de l'opposition, que ce soit au niveau de la société civile, que ce soit de n'importe quel camp. Parce que c'est eux qui aujourd'hui, en fait, doivent rendre le pays un peu plus stable et un peu plus dans la non-violence. S'agissant de l'importance des messages des guides religieux ou régulateurs sociaux, ce monsieur estime que cela a une importance capitale au Sénégal. Oui, on l'espère, il faut toujours l'espérer. Il faut toujours espérer que les messages de nos chefs religieux apportent un peu de calme, on va dire, parce que les tensions politiques à l'approche des élections s'exacerbent et personne n'a intérêt à ce que le Sénégal s'embrase. Il faut même se féliciter que dans ces pays-là, qu'il y ait ces chefs religieux qui puissent contribuer au calme un peu du pays, on va dire. Le Sénégal est un pays de paix, de stabilité et non de violence, disons souvent, pour le bien de tous afin d'éviter des tensions électorales. Les acteurs politiques sont priés de respecter les messages des chefs religieux comme étant des leçons de morale pour faire régner la paix dans ce pays. Merci Barthélémy Koli. Le cadre unitaire de l'islam au Sénégal et la plateforme Djamé Rémi ont annoncé hier lors d'une rencontre la mise en œuvre du comité restreint d'écriture de la charte de la non-violence. Pour eux, une rencontre d'essence avec les coalitions sur les préventions et la mise en œuvre d'un dynamisme de paix et de non-violence aux élections locales. Le CUDUS et la plateforme ont salué le sens de responsabilité des acteurs politiques, mais aussi le remercier pour le dynamisme et la poursuite des engagements.
Et puis parlons de santé. Dans ce journal, allier la médecine traditionnelle et celle de la médecine moderne est bel et bien possible pour guérir certaines maladies. C'est l'avis de certains Sénégalais qui proposent même la légalisation de cette pratique. Le reportage de Seynabou Dia et de Hassan Tedi. Malgré l'avancée de la médecine moderne, certaines personnes font recours à la médecine traditionnelle. Comme je vous ai dit en off, la médecine traditionnelle fait partie de nos réalités en fait. Donc on ne peut pas ne pas le vouloir. Par rapport à la modernité, on est au XXIe siècle, donc la médecine moderne c'est autre chose. La médecine traditionnelle fait partie de nos réalités. Donc nous avons une culture africaine, nous avons une éducation religieuse, donc on ne peut pas ne pas se fier à cela. Toutefois, il y a une différence entre les deux. La médecine traditionnelle et moderne, donc vous parlez de deux aspects. La médecine moderne, c'est des gens qui ont fait l'école, qui ont fait des formations médicales, qui aujourd'hui sont des médecins dans les hôpitaux et trucs. Donc, par rapport au traditionnel, c'est un peu comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la réalité de terrain, c'est peut-être des dons, on va dire, qu'on a hérité de nos ancêtres. Donc il y a une grande différence entre ce qui a été fait à l'école et ce qui n'a pas été fait à l'école. Certains soutiennent qu'il est possible d'utiliser la médecine traditionnelle tout en connaissant le mode d'emploi. C'est pour la médecine traditionnelle. Je dirais que je suis pour, dans la mesure où nos parents, nos ancêtres ont toujours utilisé cette médecine pour soigner les gens. Avec les plantes, avec peut-être certains trucs naturels qui étaient utilisés pour la médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle est une réalité africaine, même si certains ne le croient pas. Par contre, certains la pratiquent pour se guérir. Ils proposent sa légalisation. Merci Seynabou Dia. Avec l'augmentation du prix de la farine de blé, celui du mil pourrait être une alternative selon certains consommateurs. Toutefois, ils craignent la cherté du pain à base du céréale local. Le reportage de Fatou Diangué et de Hassan Diédhiou. Après l'augmentation du prix du pain de blé annoncée par le ministre du Commerce, les Sénégalais proposent les céréales locales pour une consommation locale et moins chère. Ce vendeur pense qu'il est temps de s'en passer du blé et favoriser le pain de céréales locales. Le pain à base de mil est meilleur en consommation, même sur le plan médicinal. Je sais qu'il est difficile de l'imposer aux populations, mais à force de les pousser, je pense qu'il y aura adaptation. Consommateurs soutiennent le changement et demandent à l'État de former les boulangers afin de consommer le mil et le maïs produits ici au Sénégal. L'État doit penser à arrêter l'importation du blé. Je pense que nous avons du mil et du maïs, donc il faut que nous cultivons et nous utilisons ça au niveau de la fabrication du pain. Pour ce jeune étudiant, il est temps de revoir le prix du pain à base de céréales. Le pain coûte cher pour les Sénégalais, mais aussi est-ce que le mil pourrait changer la donne? Parce qu'actuellement, le pain de mil est plus cher que le pain de blé. 100 francs, je ne sais pas, ou 75 francs. Donc je ne sais pas un peu comment est-ce que ça pourrait aider un Sénégalais comme moi. Là, j'ai une miche de pain à 50 francs. Ça, c'est une miche de pain à 50 francs. La même miche pourrait coûter 125 francs pour un Sénégalais si on utilisait le mil. Bien que le pain de blé soit le préféré des Sénégalais, le pain de mil ou le pain de maïs reste une option pour les vendeurs et les consommateurs. La question que l'on se pose est de savoir, est-ce que les boulangers sont prêts à changer le blé au profit du céréal local? Restons toujours dans cette actualité. L'augmentation du prix du sac de blé importé a causé celui du pain estimé actuellement à 175 francs selon le porte-parole de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal, Joseph Diap. Selon lui, tout est parti de l'État du Sénégal qui a augmenté les taxes. Il est joint au téléphone de TFA. Il faut reconnaître que pour que ça arrive au Sénégal, il y a tout un tralala. Fret maritime, il faut payer des droits de taxes douanières et il faut qu'il y ait aussi le transport. Mais depuis un certain temps, ça fait que monter. La tonne était à 220 €. Après 230, 240, 300 et quelques. Au moment où nous parlons, c'est 340 € arrivé Dakar. Donc, ça devient cher.
l'État a baissé de 18% à 6% la TVA et a supprimé tous les taxes douanières. La pêche, ça faisait que monter, ils ne pouvaient plus suivre. Il fallait vraiment qu'il y ait cette augmentation-là pour que les usines puissent supporter eux-mêmes les frais. Et quand il y a hausse sur le sac de farine, ça veut dire qu'automatiquement, ça va se répercuter sur le prix du pain. Voilà, donc, et le 17 novembre, lors du Conseil des ministres, le président avait demandé à ce que tous les acteurs se réunissent pour trouver un consensus. Et ça, c'est ce qui a été fait. Sous la tutelle du ministre du Commerce, nous nous sommes retrouvés, nous avons discuté, étudié toutes les structures de prix de pain, de farine, pour arriver à cette hausse-là, c'est-à-dire le sac de farine à 19 200 et le prix du pain à 175. Quelques mois après l'affaire du docteur Paye à Sacré-Cœur, un autre drame s'est produit à Khombol, une commune située dans le département de Thiès. Le corps sans vie d'un homme soupçonné d'avoir donné plusieurs coups de couteau à son épouse pour cause. L'homme ne supportait pas le divorce avec sa femme. Son corps a été évacué à l'hôpital pour les besoins de l'autopsie. Selon un témoin, l'homme aurait bu un produit nocif pour se donner la mort. À présent, l'actualité internationale au Mali, le président français Emmanuel Macron va rencontrer le colonel Assimi Goïta de la transition malienne pour la première fois. En France, une mobilisation générale est prévue ce mercredi pour la justice à l'appel de 17 organisations. Et puis en Haïti, l'explosion d'un camion citerne fait état de 60 morts et de plusieurs blessés. Les détails avec Bassine Logna. Démarrons l'actualité internationale au Mali. Le président français va rencontrer le colonel Assimi Goïta, président de la transition malienne. C'est la première fois que les deux chefs d'État se parleront en face à face après plusieurs échanges téléphoniques. La rencontre est prévue lundi 20 décembre à Bamako. Selon des informations, c'est dans un contexte diplomatique tendu qu'Assimi Goïta va recevoir Emmanuel Macron à Bamako, la capitale malienne, dans quelques jours. Le président français y est attendu. Fin de l'opération Barkhane, potentielle arrivée des paramilitaires russes dans le pays ou encore durée de la transition malienne. Les sujets ne manqueront pas entre eux depuis plusieurs mois. Les deux États rivalisent d'amabilité par déclaration interposée. Le Mali, via son premier ministre de la transition, Choguel Maïga, avait qualifié la fin de l'opération Barkhane d'abandon en plein vol devant les Nations Unies. Des propos qualifiés de honteux par Emmanuel Macron qui avait alors remis en cause la crédibilité du gouvernement malien. Et puis en France, ce mercredi 15 décembre, magistrats, greffiers et avocats se mobilisent. Des rassemblements sont prévus devant les tribunaux pour réclamer des moyens dignes pour la justice, une justice qui se porte mal selon les organisateurs de cette journée. 17 organisations professionnelles et syndicales de la justice appellent à la mobilisation pour mettre sur la place publique le ras-le-bol général de tous les acteurs de la justice en France. Tous réclament plus de moyens humains et aussi matériels. Les deux principaux syndicats de magistrats ont déposé des préavis de grève, une première pour l'USM majoritaire, et appellent avec les représentants de greffiers et des avocats à des renvois massifs des audiences pour montrer la détermination de l'ensemble de la profession. Des rassemblements sont prévus à la mi-journée devant la plupart des cours d'appel devant certains tribunaux. Terminons cette actualité internationale. Au moins 60 personnes ont été tuées par l'explosion d'un camion citerne ce mardi 14 décembre en Haïti. Le bilan d'une tragédie qui a également fait de nombreux blessés dans un état critique. Le drame s'est produit dans la Hausse de Carrefour Samari à Cap-Haïtien, la deuxième ville de ce pays des Caraïbes, durement frappée par des crises sécuritaires et économiques ainsi par des catastrophes naturelles. Selon Patrick Amonor, le maire adjoint de Cap-Haïtien, le chauffeur du camion citerne aurait tenté d'éviter une collision avec un taxi-moto, perdant ainsi le contrôle de son véhicule qui se serait renversé. Des habitants se seraient ensuite précipités vers le camion malgré les avertissements du chauffeur pour récupérer le carburant dont Haïti manque cruellement, et le véhicule a explosé, tuant nombre d'entre eux. Merci Bassine Logna. L'actualité sportive, Aliou Cissé va publier le 24 décembre
décembre. Une liste de 28 joueurs qui vont défendre les couleurs de la nation à la CAN prévue au Cameroun, mais toutefois une rumeur d'annulation de la compétition secoue les médias. Le stade Ngalandou Diouf sera livré le week-end prochain. Plus de détails avec Ousmane Nia. C'est le vendredi 24 décembre prochain qu'on devrait connaître l'identité des hommes qui vont défendre les couleurs du Sénégal au Cameroun. Hormis les 23 habituels, Aliou Cissé aura la possibilité de rajouter jusqu'à 5 lions. Nous sommes à 25 jours du début de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, finaliste de la dernière édition. Le Sénégal sera très attendu au pays du président Samuel Eto'o. Pour beaucoup, c'est le moment pour les Lions d'inscrire enfin leur nom dans le livre d'or du football africain. Pour cela, le sélectionneur national Aliou Cissé aura besoin de guerriers. Ces combattants appelés à aller conquérir l'Afrique devraient être connus le 24 décembre prochain, nous apprendons. Le stade Ngalandou Diouf de Rufisque ne devrait pas tarder à ouvrir ses portes fermées depuis le 6 décembre passé. De violentes bagarres entre supporters de deux associations sportives et culturelles de la zone 3B de l'ODCAV de Rufisque ont mis l'infrastructure dans un état piteux. En effet, la population rufisquoise s'active d'arrache-pied pour mettre à neuf leur seul bijou sportif. Tout le stade sera repeint. Le président de TFC Babacar Ndiaye a décaissé la somme de 18 millions francs CFA pour les travaux de réfection. Les parties brûlées du gazon synthétique seront remplacées. Le président de Diambar FC a offert 300 mètres carrés de gazon synthétique. Les cases endommagées seront aussi remplacées. Les vestiaires seront remis à neuf et la mosquée du stade sera refait. Des bancs de touche 9 ont été commandés et le président de la Fédération sénégalaise de football a fait don de 1000 chaises qui seront installées sur les tribunes à Pranton. Notre source annonce que les travaux de réfection seront terminés ce week-end. Une bonne nouvelle pour Teungueth FC, le leader du championnat Ligue 1. Les Sénégalais se sont prononcés sur la prochaine liste des joueurs d'Aliou Cissé. Le reportage de Ousmane Niass et de Cheikh Gueye. Nous en avons un peu plus sur le nombre de lions qui devraient prendre part à la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun en janvier et février prochain. Un contexte qui coïncide avec une cascade de blessures chez les lions. Situation qui inquiète certains Sénégalais. Il y a plusieurs blessés au niveau de l'équipe nationale, comme Kalidou Koulibaly qui est revenu même hier pour s'entraîner. Bon, c'est un peu compliqué avec Krépin Diatta. Donc il y a aussi des jeunes talents qui Aliou Cissé doit aussi revoir. C'est juste fait. Malgré ces nombreuses blessures, le Sénégal sera une équipe 30e, indiscutable de sélectionner ses joueurs vers la campagne de la prochaine CAN. Vous savez tous que nous avons une équipe super qualitative sur le plan du jeu et sur le plan de ça. Vous voyez que depuis fort longtemps, le Sénégal n'est pas dans la CAN. Donc cette CAN, comme les autres CAN, ce sont nos objectifs. Donc comme tout le peuple sénégalais, nous allons d'aller jouer la carte, match par match, et aller en finale, Inch'Allah, pour pouvoir la gagner. En certaines occasions, l'appréciation des réserves a été toujours claire et nette pour les Sénégalais. Le sélectionneur Aliou Cissé ne devra pas faire appel à autant de lions vers la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022. La CAN aura-t-elle lieu au Cameroun? C'est la grande interrogation que posent beaucoup de médias ce mercredi. Une organisation de la CAN qui serait compromise par le nouveau variant Omicron. Plus de détails avec Momar Seck. Vers une annulation de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022, c'est l'interrogation presque de tous les sites sportifs ce mercredi 14 décembre. D'abord, selon RMC Sport, la CAF étudie sérieusement l'idée d'annuler l'édition de la Coupe d'Afrique des Nations prévue en janvier 2022 au Cameroun. Le variant Omicron, la pression des clubs anglais pourront faire reculer l'instance dirigeante du football africain d'ici peu, a annoncé le journal. Le site précise que plusieurs sélectionneurs nationaux ont eu écho de cette possibilité sans qu'une décision officielle ne leur soit annoncée pour le moment. Au-delà des difficultés d'organisation liées à la Covid-19 et son nouveau variant Omicron, la CAF est confrontée à la grogne de certains clubs, majoritairement anglais, qui souhaiteraient pouvoir garder leurs joueurs sur le sol britannique dans les prochaines semaines. Les joueurs africains appelés par leur sélection devraient ainsi effectuer une quarantaine à leur retour au Royaume-Uni, ce qui priverait donc les clubs de leurs joueurs pour une durée plus longue. Et le pays est actuellement touché par une vague importante de cas de Covid. Au même moment, il y a une lueur d'espoir par rapport à l'organisation.
En effet, le secrétaire général de la CAF est en séjour au Cameroun depuis mardi, alors que les préparatifs se poursuivent. Monsieur Mosengo Omba est actuellement au Cameroun pour soutenir l'équipe de la CAF qui est déjà sur place pour trouver, avec le comité local d'organisation et le gouvernement camerounais, à la réalisation de l'événement. À moins de 4 semaines du coup d'envoi du plus grand événement africain, l'envoyé de la CAF a noté les progrès réalisés, mais a également exhorté toutes les parties à travailler jour et nuit afin de s'assurer que tout soit en place pour le match d'ouverture prévu le 9 janvier 2022. La CAF a constaté un grand intérêt de la part des médias du monde entier. À ce jour, elle a reçu plus de 2110 demandes d'accréditation des médias de 59 pays, réaffirmant une fois de plus le statut du tournoi et son attrait mondial. Merci Momad Sek, c'est la fin de cette édition. Mesdames, Messieurs, nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure sur la TFA.